La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonsoir chers élèves et chers spectateurs. Nous venons aujourd'hui également, par l'occasion qui nous est faite, de nous entretenir également d'une leçon de physique, donc le bloc terminal S, qui s'intitule l'oscillation électrique forcée. Et ces oscillations donc seront forcées dans le cadre d'un exemple de circuit que l'on dit RLC série en régime sinusoïdal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les oscillations électriques peuvent être soit libres, soit amorties, soit forcées. Et là nous sommes dans le cas où elles sont forcées. Une leçon donc qui est étudiée après que les oscillations électriques libres et amorties soient abordées dans un premier temps. Alors cette leçon se présente ainsi. Dans un premier temps, nous allons d'abord nous entretenir de grand 1, la présentation du circuit, voilà, et de son régime d'entretien. Régime d'entretien. Le régime donc qui fait que les oscillations soient forcées, on dit également soient entretenues. Voilà. À travers le petit 1 d'abord, le dispositif expérimental. Dispositif expérimental étudié. Comme également le titre l'indique, il s'agit d'un circuit électrique. Alors on considère un circuit électrique constitué. Voilà, donc associé en série, voilà, un interrupteur qu'on note souvent par K, virgule, un résistor ou conducteur ohmique, on appelle également conducteur ohmique, de résistance R, virgule, une bobine, soit inductive, soit résistive. Là, dans le cas où elle est inductive, bobine inductive, voilà, pour laquelle la résistance est nulle, d'inductance L, et un condensateur de capacité C. Voilà. Alimenter maintenant ces appareils en série, voilà, donc par un générateur de basse fréquence. Un générateur de basse fréquence que l'on note GBF. Voilà donc comment le circuit est présenté. On prend un générateur de basse fréquence, voilà, et en alimentation sinusoïdale, parce que n'oubliez pas que cet appareil peut donner 3 alimentations possibles. Soit une alimentation triangulaire, où on dit souvent dans les scies, soit une alimentation donc qui est en créneau ou signal carré, ou une alimentation sinusoïdale, donc celle-là qui nous intéresse dans cette leçon. Voilà. Donc il faut indiquer donc l'alimentation sur le GBF. Donc sinusoïdale, voilà comment c'est représenté. Un interrupteur K est maintenant en place en série, un résistor R, de résistance R, une bobine d'inductance L, je prends le cas où la bobine est pure, on peut aussi prendre une bobine qui soit résistive, et enfin un condensateur associé en série. Voilà donc le circuit que nous allons étudier, qui est le circuit RLC série, inductance L, capacité C. Une fois maintenant qu'il est présenté, il y a maintenant à montrer, à étudier aussi comment on règle le branchement du circuit à l'oscilloscope. Parce qu'il est question dans cette leçon de visualiser des courbes correspondant à des tensions.
tension fournie par le générateur GBF, et la tension assimilée au courant, qui est celle au bord du résistor. Ces deux doivent être visualisés par un oscilloscope. Il faut donc qu'on sache comment faire le branchement de l'oscilloscope. Donc le programme est également abordé en petit 2, voilà, mode de branchement à l'oscilloscope. Mode de branchement, voilà, du circuit à l'oscilloscope, pour visualiser, visualiser les courbes. Il y a deux courbes, les deux courbes représentatives des fonctions, voilà, UG du générateur au cours du temps et UR résistor au cours du temps, assimilées au courant électrique. Ces fonctions sont assimilées, voilà, cette fonction donc UR assimilée au courant électrique. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'oscilloscope ne visualise pas un courant, mais une tension. Par contre, la tension du résistor et le courant sont assimilés du fait que la tension du résistor est égale à RI. Les deux étant proportionnels, donc on assimile cette tension au courant. Il est question de dans la suite du cours, quand je parlerai du courant I de T, qu'il s'agisse effectivement de UR de T et non pas I de T. Ça aussi c'est bien précisé. On parle d'un courant, mais le courant n'est pas tel. C'est un courant qui est assimilé à une tension. C'est une tension que l'on nommerait un courant. C'est là où on résistor. Il faut donc qu'on sache comment faire le branchement. Et le principe du branchement à l'oscilloscope est le suivant. Chaque fois qu'on veut brancher deux courbes, deux fonctions dans un oscilloscope, il faut qu'on cherche ou qu'on regarde quels sont les dipôles concernés. Les dipôles pour lesquels les tensions sont visualisées, il faut qu'ils aient une borne commune. À leur borne commune, on met la masse de l'oscilloscope. Et on a dit qu'on veut visualiser deux courbes. Une fonction UG de T, générateur, une fonction UR de T, résistor. On voit donc sur le schéma qu'on a donné à côté, les deux dipôles ont en commun cette partie-là. Cette partie leur appartient. Et donc on complète à cette partie la masse de l'oscilloscope. Donc la masse de l'oscilloscope est ici représentée. Voilà le symbole de la masse. Voilà, comme ça. Donc, et on place maintenant aux autres côtés de ces dipôles les deux voies. Les voies maintenant seront nommées. Supposons qu'on va indiquer la voie Y1, tension au bord du générateur. On a pris un côté du générateur pour la masse. Son second côté est là. De ce côté, avant le condensateur, on place la voie qui donne cette tension que j'appelle par exemple Y1. Je mets donc Y1. Voie Y1. Et si je vois sur la voie Y2, la tension au bord du résistor assimilée au courant, j'ai pris ce côté pour le résistor. Son autre côté maintenant, avant la bobine, on y met la voie Y2. Y2 se déplace ainsi. Donc c'est comme ça maintenant qu'on pourra donc voir sur les deux voies, les deux courbes, à savoir les deux tensions. Tension fournie par le générateur à l'ensemble du circuit RLC et tension UR résistor assimilée au courant. Les courbes maintenant, vous les verrez sur l'oscilloscope, qui sont deux sinusoïdes. Donc le branchement donc, se fait ainsi. Voilà, donc je l'appelle donc, on place la masse de l'oscilloscope, de l'oscilloscope à la borne commune, voilà, du générateur et du résistor. Donc regardez dans votre montage leur borne commune. Et les deux autres voies, aux autres côtés de ces dipôles, côtés de ces deux dipôles, C'est comme ça donc le branchement est fait à l'oscilloscope pour voir donc les deux courbes, l'une correspondant, je rappelle, à la tension fournie par le générateur de l'ensemble du circuit, la seconde courbe maintenant correspondant à l'intensité du courant, mais n'oubliez pas que c'est la tension UR qu'on assimile au courant. On parle de I de T, mais il s'agit effectivement de UR de T et non pas I de T. Voilà le branchement donc qu'on peut réaliser pour avoir les deux dans un oscillogramme. Une fois que le branchement est fait,
il y a maintenant à présenter le mode d'entretien, le régime d'entretien. Régime d'entretien. Ce régime d'entretien, voilà, il est fourni par le générateur de basse fréquence. Le régime, donc, qui fait que les oscillations soient entretenues, on dit d'entretien, et assuré, voilà, par un générateur de basse fréquence, donc, qui applique aux bornes du circuit, une tension sinusoïdale, voilà, sinusoïdale, U de T, dont la réponse, on parle de réponse, dont la réponse serait un courant sinusoïdal. Un courant également sinusoïdal. De même période, virgule, même période, c'était virgule, même fréquence, et même pulsation, oméga, voilà, que la tension. Donc les deux fonctions sont sinusoïdales. Elles ont même période, elles ont même fréquence, elles ont même pulsation oméga. Maintenant, ces fonctions qui sont sinusoïdales instantanées du temps sont ainsi écrites. Il y a deux cas de figure. Soit on prend, voilà, la tension U de T sous la forme U max, cosinus de oméga T plus phi, dans lequel cas le courant sera écrit sous la forme I de T égale I max cosinus de oméga T. Ou bien, on prend la tension sous la forme U de T égale U max cosinus de oméga T, dans lequel cas le courant sera écrit ainsi I de T égale I max cosinus de oméga T moins phi. On voit que dans les deux expressions des deux fonctions, que phi soit un déphasage, de la tension, on l'appelle comme ça, de la tension, par rapport au courant U de T, par rapport au courant. En effet, si on fait la différence des phases au courant I de T, si on fait la différence des phases dans les deux expressions, la phase de la tension dans la première expression est de oméga T plus phi. Celle du courant oméga T. La différence donne phi. Oméga T plus phi moins oméga T plus phi. Si on prend cette expression-là, cette formulation, dans le cas où la phase de la tension est oméga T, celle du courant oméga T moins phi, si on fait la différence, oméga T moins phi donne phi également. Voilà donc ce qui fait que ce sont les deux expressions qui sont les plus généralement utilisées pour les deux fonctions qui sont U de T, I de T. Rappelez maintenant, dans ces expressions également, les grandeurs et les significations. Si on prend la tension maximale, U max c'est la valeur maximale de la tension. Valeur maximale de la tension. Tension U de T. Si on prend I max, là aussi, c'est la valeur maximale de l'intensité. L'intensité donc I de T, valeur maximale. Alors oméga T plus on est sur les phases. Oméga s'appelle la pulsation, on a dit qu'il est la même pour les deux fonctions. Pulsation, voilà, de la tension ou du courant, c'est la même pour les deux. De la tension U de T ou
bien du courant I de T. Les deux fonctions ont la même pulsation, courant I de T. Ce qui permet également d'avoir la période que donc T soit égal de pi sur oméga égale aussi la période des deux fonctions, même période également. Période, voilà, de la tension U de T et celle aussi du courant I de T, ou bien, voilà, celle également du courant I de T. En effet, les deux fonctions ont les mêmes périodes, les mêmes pulsations et les mêmes également fréquences. Maintenant, ces grandeurs-là, on va chercher à les identifier. Alors, comment trouver ce déphasage, ces valeurs maximales, comment trouver la période, comment trouver également la tension, la période, ou bien encore la fréquence. C'est graphiquement. Mais voilà comment les fonctions sont écrites. Il reste maintenant à chercher à trouver ces grandeurs dont on vient de parler. Alors, comment d'abord c'est détermination graphique. Détermination graphique. Graphique des valeurs maximales. Valeurs maximales que sont donc U max et I max, virgule, de la période qui permet d'avoir la pulsation, si on la trouve graphiquement, et du déphasage. Déphasage phi de U par rapport au courant. Voilà. Et on a recours dans ce cas à l'exploitation des courbes représentatives de ces deux fonctions dont on vient de parler, U de T, I de T, lesquelles s'appellent oscillogrammes. Voilà. Donc l'oscilloscope, voilà, fonctionne sur la base d'un réglage. Il y a un réglage qu'on vous donne au départ, réglage, voilà, qui donne deux choses. Ce réglage donne ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Sensibilité, voilà, horizontale, ou base de temps, on l'appelle comme ça, la base de temps. Elle permet d'avoir une relation entre des divisions ou des centimètres par rapport aux millisecondes, parce que le temps c'est sur l'axe des abscisses. Donc elle est donnée sous la forme de point K1 en millisecondes par division, ou millisecondes par centimètre. Ce qui fait donc, dès qu'on a donc connu le nombre de divisions correspondant, on peut avoir le temps correspondant qu'on appelle la période. On dit base de temps ou sensibilité horizontale. Ensuite, vous avez également les sensibilités que l'on dit verticales. Qu'on peut maintenant donner égales ou différentes sur les deux voies. Verticales. Voilà. Elle donne des relations entre division et volt. On l'appelle K2, et ça c'est en volt par division ou volt par centimètre selon que l'on donne des centimètres de division. Voilà donc ces réglages que l'oscilloscope vous donne. Voilà. Comme ça, on prend les étoiles pour avoir les valeurs maximales. En effet, on prend par exemple la tension maximale. On a alors les formules. U max, c'est égal à K fois D. Je l'appelle K2, K2 fois D2. Et dans cette formule, alors K2 est rappelé, D2 par contre va représentant, voilà, la valeur maximale de la tension, D2, maximale de la tension, et qu'on mesure en centimètres ou en division, mais pas de l'axe des temps. Mesurer, voilà, verticalement, n'oubliez pas comment, verticalement, voilà, à partir d'un axe horizontal, surtout, symétrique aux deux courbes, l'axe dont on mesure la tension coupe la courbe, les deux courbes en le milieu, symétrique donc aux deux courbes appelés. Donc quand on vous donne un oscillogramme, où l'axe des temps n'apparaît pas, alors commencez avant toute chose de chercher l'axe des temps. Comment?
en prenant donc une des courbes, ça dépend de laquelle vous prenez. Voilà, on prend donc son maximum et son minimum et on divise la courbe en deux parties égales. Cette division donc passe par l'axe des temps. Là, comment il va se repérer. Ensuite, vous avez également le I max. Voilà, ça c'est U max. Maintenant vous avez I max. I max, d'abord c'est UR max qu'il faut chercher. Une tension au bord du ciseau dans UR max. Elle aussi, elle obéit à cette formule. Supposons que la sensibilité soit la même pour les deux voies. On peut aussi prendre différemment. Si on prend différemment, je vais d'abord K2' fois D2', avec également K2'B. C'est la nouvelle sensibilité. Sensibilité. Voilà, verticale sur la voie correspondant à UR. Voie correspondant à UR. Du résistor au cours du temps. Et D'2, c'est le nombre de divisions ou de centimètres, nombre de divisions ou de centimètres, nombre de divisions correspondant au maximum de UR. Voilà. Une fois qu'on a donné les deux, alors dans ce cas, UR de maximal s'en déduit. Et dès qu'on a UR max, I max s'en déduit. En effet, on a UR max égale RI max. R étant donné avec voilà, R, résistance du résistor étant donné, du résistor donc qui est connu, alors on va voir que I max soit égal à UR max divisé par R. Voilà donc comment avoir de façon donc encore une fois indirecte l'intensité maximale donc de par les oscillogrammes. On ne mesure pas un courant directement dans un oscillogramme. On l'a dit également, on le rappelle aussi. L'oscillogramme donne des tensions et non pas des courants. Le courant est déduit de façon indirecte. Une fois qu'on a donc UR max, I max s'en déduit de façon indirecte. Voilà donc les valeurs maximales donc, que sont la tension maximale fournie par le GBF, le courant maximum qui circule donc dans le circuit RLC. Il reste naturellement également les périodes d'évasage. Et pour ça, on utilise également l'oscillogramme. L'oscillogramme également est exploité pour avoir à représenter donc ces grandeurs-là. Pour la période, on prend la sensibilité cette fois-ci horizontale. Là aussi, on a la formule que T soit égal à, je mets donc K1 fois D1 avec, voilà, K, on en a parlé déjà, c'est la sensibilité horizontale. D1 maintenant, c'est le nombre de divisions ou de centimètres, enfin, ou de centimètres, ça dépend de ce qu'on vous donne, correspondant à la période. Période maintenant, je l'appelle T, soit mesuré à partir de I de T ou bien U de T, les deux en même période. Une fois qu'on s'en donne, T s'en déduit. Et dès qu'on a T maintenant, on peut avoir par ricochet la fréquence N égale 1 sur T, la pulsation oméga égale 2 pi sur T, sont déduits de la période, graphiquement. Et enfin, le déphasage phi. Déphasage phi est donné en valeur absolue par la formule on met phi. Parce que phi peut être négatif, phi peut être positif, phi peut être nul. Donc on prend la formule de la valeur absolue de phi. De U par rapport au courant. C'est égal à 2 pi fois l'écart temporel entre les deux groupes qu'on met par delta T sur la période de grand T. Maintenant, avec, voilà, delta T, c'est l'écart temporaire. Delta T, c'est écart temporaire entre les deux groupes temporaires. Voilà, entre U de T et I de T. Voilà. Maintenant que l'on donne en longueur, qui mesure une longueur L1, peut-être grand T, on l'a dit, on rappelle, c'est la période d'une des fonctions. Période de U de T ou bien I de T. Et là aussi, on mesure aussi en longueur grand L. Comme ça, le rapport des temps est le rapport des longueurs correspondantes. Ce qui fait donc qu'on va avoir finalement, voilà, que phi de U sur I en valeur absolue égale 2pi fois petit L sur grand L. Voilà la formule donc qui est adoptée donc pour trouver le déphasage de la tension par rapport au courant.
lequel maintenant peut être positif, lequel peut être négatif, lequel également peut être nul. Il s'agit d'un déphasage de grandeur AGB. Voilà donc ce que vous avez donc qu'on peut retrouver graphiquement de par l'oscillogramme. Mais également rappelez aussi dans ce cadre de déphasage, voilà, on vous demande souvent de connaître laquelle des deux fonctions que U de t ou U de t en avance sur l'autre. Ça aussi on donne ça en remarque. Notez bien ça aussi que voilà, de U de t, oui, entre U de t et I de t, la fonction qui est en avance, la fonction en avance de phase, on commence de terminer, en avance de phase, est celle qui est maximale la première, est celle qui est maximale la première, ou bien celle dont on rencontre le maximum le premier, ou bien celle dont on rencontre le maximum le premier, rencontre le maximum le premier en allant sur l'axe des temps. Voilà, l'axe des temps, on déplace avec le doigt sur l'axe des temps, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Voilà, vers la droite. C'est comme ça qu'on pourra savoir celle qui est en avance de phase maximale la première. Ensuite, un exemple maintenant pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, un exemple d'application, pour voir maintenant si ces notions sont bien maîtrisées, soit l'oscillogramme ci-après, voilà, ci-après. On vous donne alors ici un oscillogramme avec la photo de l'écran, donc comme ceci. Voilà, un écran donc qui est quadrillé. Voilà, l'axe des temps, reprenez l'axe des temps d'abord au départ, 0, on met T. Et là aussi on a ceci. Voilà. Et on donne deux courbes qui sont tracées. La courbe U qui est là, cette courbe-là, voilà, cette fonction. Maintenant, ici, je donne les noms. Supposons que cette courbe-là soit la tension U de T. Et la courbe, donc courbe qui est celle-là, celle-ci. Voilà. Cette courbe maintenant représentant UR de T assimilé au courant I de T. Voilà. On vous donne comme exemple de réglage. Voilà. Sensibilité horizontale ou base de temps. 2 points. Voilà. K1, 10 millisecondes par division. Sensibilité verticale. Et je la prends la même pour les deux voies. Voilà. Sur les deux voies. Les deux voies donc, on a une sensibilité dans mon exemple. Sur les deux voies. 2 points. K2, c'est 2 volts par division. On donne également la résistance est donnée. On donne la résistance du résistor. Résistance R égale 20 ohms du résistor. Et on vous demande, les questions maintenant sont les suivantes. Déterminer. Donc, je vais donc, et toi, déterminer d'abord dans un premier, déterminer les valeurs. U max, I max, la période, et dans un deuxième temps maintenant, dire entre U
de t et I de t, laquelle est en avance? Laquelle est en avance de phase? Avance de phase. Et en déduire, phi de U sur I. Voilà un exemple d'application. Vraiment, si on parvient à répondre à ces questions et qu'on comprenne tout ce qui a été fait, c'est déjà un grand pas pour la compréhension de cette leçon. C'est une partie donc qui est fréquente dans le cadre des évaluations. On vous demande souvent donc d'exploiter des histogrammes. Comment les exploiter, comment répondre à ces questions qui vous sont posées ici. Alors, nous allons donc y répondre ensemble. Et pour ça, d'abord, l'axe des temps dont j'ai eu à parler a été donc donné. Le problème se pose pas donc. C'est à partir de là maintenant qu'on mesurait verticalement vers le haut les valeurs maximales des tensions, horizontalement les périodes. Donc c'est important de mettre l'axe des temps chaque fois. Quand on notion où l'axe des temps n'apparaît pas, commencez dans un deuxième temps chaque l'axe des temps est placé. Une fois qu'il est tracé maintenant, c'est à partir qu'on va compter. Verticalement les valeurs maximales des tensions, horizontalement les périodes ou les fréquences. Parce que les périodes qu'on trouve après les fréquences s'en déduisent. Alors on vous demande ici de trouver donc les valeurs maximales. Ici, les tensions ont été bien identifiées. Donc, on n'a pas à les reconnaître, c'est déjà donné. La courbe que j'ai donnée en rouge correspond à la tension fournie par le générateur, qu'on note U de T, applique au circuit RLC. La courbe qu'on donne en noir, c'est la tension UR de T assimilée au courant. Vous voyez, j'ai mis I de T, mais réellement, rigoureusement, on a une tension, non pas un courant. C'est la tension UR prise sur qu'on note I de T. Les courbes sont données, donc on les connaît. Maintenant on cherche le maximum. La tension fournie par le générateur Umax est donnée par la courbe en rouge. La courbe en rouge maintenant, comptons ensemble son maximum. On a en effet Umax égale, donc réponse à ces questions. Umax donc égale. On a dit c'est K, ça sens le K2 fois un D2 par exemple. K2 est donné. Maintenant, il faut que je cherche D2. D2, c'est le nombre de divisions, voilà, en toute phrase, nombre de divisions correspondant au maximum de U. Au maximum de U. Maintenant, cherchons son maximum de U de T. Et on compte son maximum par l'axe des temps. Tout le monde on compte en même temps, comptez en même temps que moi. Vous avez donc une division, deux divisions, trois divisions. Je reprends encore. Une division, deux divisions, trois divisions. Donc D2 égale 3. Umax donc s'en déduit. Égale, on prend 2 volts par division fois 3 divisions. Division se simplifie. Donc j'ai 6 volts. Voilà Umax. UR max. UR max. UR max est donné aussi. UR max. Encore lui aussi, c'est K2, parce que j'ai pris la même sensibilité, mais vous n'avez pas le nombre de divisions, mais donc je mets D2' égale K2, 2 volts par division, fois maintenant D2', c'est le maximum correspondant à la courbe I de T. Là aussi on compte en même temps. On a pour cette courbe en noir, une division, deux divisions pour son maximum. Vous voyez, c'est par là qu'on commence à compter l'axe des temps, verticalement. Une, deux, donc j'ai 2 divisions, fois 2 divisions. Division saute, j'ai donc 4 volts. Et dès que j'ai Umax maintenant, Imax s'en déduit. Imax est égal à UR max divisé par R. Ce qui fait donc que je vais avoir 4 que divise 20. Voilà, donc j'ai ici, voilà, 4 sur 20, donc c'est un cinquième. Un cinquième c'est 0,2 ampères. Voilà donc ce que j'ai comme Imax. Umax, Imax. Maintenant, la période de T nous est demandée. T aussi, graphiquement toujours. Lui aussi met à la formule égale à K1 fois D1. K1, c'est notre division correspondant à la période. Maintenant, on compte les périodes également. Et surtout, c'est souvent des problèmes que vous avez par rapport aux périodes. Soit on prend 2 sommets qui séparent, 2 sommets pour la même courbe, ou bien on prend également les demi-périodes multipliées par 2. C'est le temps qui sépare 2 sommets d'une même courbe.
Si on prend la courbe en rouge, voilà son sommet. J'ai une division, 2, 3, 4. Donc la courbe de 4 divisions. Ou bien je prends également, pour cette courbe en rouge, cette distance de la demi-période. Elle occupe donc 2 divisions. Fois 2 vous donne 4. Voilà comment on compte les périodes. Soit en 2 sommets d'une même courbe, ou bien on prend la demi-période du P par 2. C'est donc j'ai 4 divisions. Je prends 4, c'est 10 millisecondes par division qu'on s'est donné. Millisecondes par division. Fois, donc j'ai compté, j'ai dit donc 4 divisions. Les divisions sautent, donc j'aurai 40 millisecondes. Égale 40, 10 puissance moins 3 en secondes. La période. Voilà. Maintenant, on me demandait, on me demande la fréquence, on donne oméga. Voilà, oméga, la fréquence, son début de la période de T. C'est T qu'on trouve graphiquement, les autres sont calculés à part de la période. Après quoi, on me demandait aussi de chercher le déphasage. Mais avant ça, d'abord, reconnaître laquelle des deux fonctions en avance de phase. Pour ça, on rappelle ce qu'on vient de dire tout à l'heure, à savoir la route est maximale, la première. Vous vous déplacez donc sur l'axe des temps, comme ça, de la gauche vers la droite. La courbe dont on rencontre le maximum le premier est en avance de phase. Quand je me déplace comme ça, je rencontre le maximum rouge avant le maximum noir. Maximum rouge avant le maximum noir. Donc la courbe U est en avance sur la courbe I de T. C'est la courbe donc qui est maximale la première, quand on se déplace vers la droite. Et là on voit donc U de T est en avance de phase sur I de T. Voilà, on recommence ça. U de T est en maximale la première. Voilà. Donc U de T est en avance de phase. Avance de phase sur I de T. Sur I de T. Le déphasage donc phi de U sur I maintenant devient positif. Positif. Phi de U sur I. Et donc entraîne donc phi de U sur I maintenant. Je pense à la algébrique. Sans avoir absolu, je mets plus devant. Plus 2 pi fois petit L sur grand L. Et je remplace. Maintenant, grand L, c'est la longueur occupée d'une période, à savoir 4 divisions. Petit L est à chercher. Et on voit graphiquement que la courbe en rouge vient avant la courbe en noir d'une division. Vous voyez, une division là, une division. Voilà. Donc ce petit L, c'est une division. Donc égale 2 pi fois une division divisé par 4 divisions. Simplifié donc par 2. Cela va nous pi sur 2 comme avance de phase en radian. Voilà. Voilà donc la correction de cet texte d'application, encore une fois. Essayez de comprendre donc comment on s'y est pris, surtout. Déjà, c'est une grande avance donc par rapport aux connaissances que vous devrez avoir donc dans le circuit RLC. Comment donc exploiter les oscillogrammes, comment donc savoir le valeur maximale, comment savoir les déphasages, comment savoir certaines avances de phase ou en retard de phase. Tout ça, c'est des compétences à maîtriser. Voilà, pour exploiter un peu donc ces oscillogrammes. Une fois maintenant que cela est fait, on va maintenant passer au valeur cette fois-ci, non pas maximale, mais cette fois-ci efficace. Donc c'est petit b, valeur efficace, des fonctions U de t et I de t. Ces deux fonctions instantanées ont des valeurs efficaces. Et à la place des valeurs maximales. Maintenant, comment les avoir? Maintenant, pour en parler, on rappelle une connaissance mathématique. Notez bien. En mathématiques, toute fonction f de x, donc f de x, périodique, virgule, de période de t, admet une valeur efficace. Voilà, efficace. Notez, on met ça, grand F. Grand F tel que maintenant, grand F soit égal au carré 1 sur t, intégrale de 0 à t, de f carré de x, dx. Voilà. Donc on passe donc par ces formules maintenant à savoir I est efficace. On applique ça à la fonction I de t par exemple. Nous savons que voilà, I de t qui s'écrit I max cosinus de oméga t est périodique.
de période T, période dont on vient de parler, T. Donc, elle admet donc cette intensité une valeur efficace. Valeur efficace. Efficace qu'on note par grand I ou bien IF. Valeur efficace. I ou bien on met souvent IF comme efficace. Tel que maintenant, tel que I carré soit égal 1 sur T intégrale de 0 à T de I max au carré cosinus carré de oméga T dt. Voilà ce qu'on a. Maintenant, c'est ça qu'on va chercher en mathématiques pour aller efficace. Donc, une application mathématique à son cadre intégral. Remplace I max par sa valeur. Faisons la linéarisation ici. On fait d'abord cette linéarisation à savoir que le cos carré de oméga T, c'est 1 plus cosinus de 2 oméga T. Le tout sur 2, on fait ce qu'on appelle la linéarisation en mathématiques. On fait ce qu'on appelle la linéarisation de la fonction. Comme ça, donc, I efficace au carré serait égal 1 sur T intégrale de 0 à T. Maintenant, on développe ça en deux parties. I max au carré sur 2 fois dt, plus encore 1 sur T intégrale de 0 à T de I max au carré sur 2 cosinus de 2 oméga T, le tout dt. Et montrons que ça c'est nul en mathématiques. Tout ça vaut 0 en mathématiques. En effet, la primitive de cos de 2 oméga T, c'est 1 sur 2 oméga sur 2 oméga T. Quand on remplace, on développe, on obtient 0. Donc il reste seulement la première partie. Donc à intégrer. Ce qui donne alors que I au carré soit égal. Donc I efficace au carré donc serait égal. Alors I efficace au carré donc serait égal. Vous remplacez, vous intégrez 1 sur T et la primitive même de 1 I max au carré sur 2 est une constante. On prend la constante pour la variable T. Donc ça devient I max au carré sur 2 fois T. Les bornes étant 0 égale T, les bornes, et on développe en remplaçant T par les bornes et en commençant par la borne supérieure. Donc ça va donner 1 sur T, voilà, parenthèse, je développe I max au carré sur 2 fois grand T moins 0. Ouais, quand je vois T par 0, j'ai 0 ici. Maintenant là, le T va simplifier, ce qui donne finalement donc I efficace au carré égale I max au carré sur 2. Ou bien encore I efficace égale I max racine de 2. Voilà la formule. Voilà, une formule donc qu'on apprend aussi à mémoriser et qu'il faut aussi que I max soit égal I efficace fois racine de 2. Les deux relations sont équivalentes voilà, en application. Voilà. Voilà donc comment est établie l'intensité efficace du courant sinusoïdal. C'est valable aussi pour la tension efficace. Je mets non seulement de même aussi j'ai aussi, on a également U efficace égale U max sur racine de 2. Même démonstration donnerait ça. Ou bien que U max soit égal à U efficace fois racine de 2. Voilà. Relation maintenant, comme on ne vous demande pas de démontrer dans les exercices du circuit RLC et également de son régime d'entretien, nous allons maintenant avoir une deuxième partie qui va donc être consacrée à l'étude du circuit. Grand 2, étude du circuit RLC série. À travers les points suivants, petit 1 d'abord, la notion d'impédance du circuit. L'impédance du circuit RLC. Alors pour ça, on dispose également sur le circuit donc on a eu à présenter deux appareils de mesure que sont le voltmètre et un ampèremètre. Un voltmètre donc qui est placé au bord du générateur GBF en dérivation et un ampèremètre qui est placé en série. Comme ça on pourra donc mesurer la tension donc efficace fournie par le GBF et l'intensité efficace du courant correspondant. Et quand on fait varier la fréquence du GBF, les deux fonctions varient. Et la courbe représentative de U efficace
en ordonnée et I efficace en abscisse est une droite linéaire U en volt. Droite linéaire donc qui passe par l'origine, dont le coefficient direct pour la pente est appelé impédance du dipôle RLC. Donc ce qui fait écrire que U égale à Z fois I, fonction affine, fonction linéaire, entraînant que Z soit égal à U sur I. Ou bien également, en pliant les deux membres de l'égalité par racine de 2, en haut et en bas, on ne change pas l'égalité, ce qui également conduirait à U racine de 2 sur I racine de 2. Pour avoir maintenant la valeur maximale. En haut, donc, on a U max sur I max. Donc, par définition, apparaît, l'impédance donc sera ainsi représentée, U en volt, le courant I en ampères, et l'impédance Z sera en ohm, son symbole. C'est comme la résistance dans la ohm. En quelque sorte, c'est une résistance, mais en alimentation, si tu es là, on parle de résistance, on parle d'impédance. Donc, par définition, l'impédance du dipôle RLC, voilà, RLC, représente le coefficient directeur. Donc, de la droite, ou correspondant de la droite représentative de U en fonction de I. Autrement dit, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension efficace aux bornes du dipôle, voilà, aux bornes du dipôle et l'intensité efficace qui le traverse. Voilà donc comment est définie la notion d'impédance d'un dipôle ou bien d'un circuit RLC qui le traverse. Voilà donc définition donc qui est de l'impédance. C'est une sorte de résistance, mais on parle d'impédance dans le cas du circuit RLC alimentaire structurel par résistance. Une fois maintenant qu'elle est définie, on va donc chercher à trouver maintenant, à part donc cette formule, sa détermination. On va montrer qu'elle dépend des grandeurs caractéristiques des appareils, la résistance, l'imputance, la résistance, la pulsation. C'est tout ça dont dépend Z. Voilà. Petit 2, détermination de l'impédance. Regardez la détermination de l'impédance, Z du circuit, voilà, RLC, série, parce qu'il y a RLC parallèle également, qui n'est pas au programme, et du déphasage, voilà, phi de U sur I. Donc, deux choses à chercher à établir leur expression, Z et déphasage de phi de U sur I. Pour ça, nous partons de notre montage. On a donc un GBF qui alimente un circuit comprenant, on a dit, un résistor, résistance L, une bobine pure d'inductance L, et un condensateur de capacité C, associé en série. Voilà, C, L, L. On prend le sens du courant, on a plus moins. Le courant circulant dans le sens indiqué, I, partout I, voilà, partout. Et l'armature au départ neutre sur laquelle le courant arrive se charge positivement, on a donc I ici. Et là on a plus Q, moins Q. Le courant I également, le courant I partout, là où c'est le courant I.
Et cette tension, on prend ces points que j'appelle Mn, point Mn. La tension fluide par le générateur, vous l'avez comme ça, U de T. U de T donc qui vaut U racine de 2, cosinus de oméga T plus phi. Et le courant qui est la réponse, I de T égale I racine de 2 aussi, lui aussi, cosinus de oméga T. Nous allons maintenant faire la somme des tensions résisteurs bobines qu'on a posées égale U de l'ensemble. En effet, on a U fluide par le générateur égal à U résisteur que vous avez ici. On note par UR, U bobine, le voilà, UB bobine, et UC, c'est U condensateur. On voit donc que la somme de ces trois tensions, celle au du résisteur, plus celle au de la bobine, plus celle au du condensateur, égale la tension fournie par le GBF. Les trois flèches additionnent dans la grande flèche qui est en haut. Ce qui fait donc qu'on cherche des tensions et on fait le somme. Alors, commençons par UR. UR est égal à LI. Voilà, flèche tension et le courant sont de sens contraire, donc c'est LI. LI maintenant qui vaut quoi? R, I racine de 2, cosinus de oméga T. Voilà, on a UR. U bobine, UB. Là aussi, on a flèche tension et courant sont opposés. On devrait avoir LI moins E, j'ai pris le cas où il n'y a pas R. Voilà, donc j'ai ici moins E. Et moins E, c'est plus LBI sur DT. Donc plus L. Dérivé par rapport au temps de I est donné, crochet. I c'est I racine de 2, cosinus de oméga T. En dérivant ça, on a un signe moins devant, le cosinus c'est moins sinus, c'est moins L oméga I racine de 2, sinus de oméga T. Qu'on amène en cosinus, en rappelant que moins sinus X en mathématiques égale cos de X plus sur 2. Donc tout ça s'écrit sous la forme L oméga I racine de 2 cosinus de oméga T plus pi sur 2. On garde ça. J'ai également U condensateur, UC. Voilà, égal à flèche tension constante positive. Donc c'est Q sur C. C'est 1 sur CQ. Donc c'est 1 sur CQ. C'est intégrale de I dt. Donc c'est 1 sur CQ. Intégrale de I racine de 2. Cosinus de oméga T dt, et ça donne alors I racine de 2 sur C oméga, sinus de oméga T. On amène ça aussi en cosinus, c'est aussi égal à I racine de 2 sur C oméga, cosinus de oméga T moins pi sur 2. Voilà les trois fonctions donc que nous avons, qui sont des fonctions instantanées. On fait le somme. Alors, on pose donc U résisteur plus U bobine plus U condensateur égale U de l'ensemble. Alors, ce qu'on a comme sommation. La somme de voilà finalement LI racine de 2 cosinus de oméga T plus L oméga I racine de 2 cosinus de oméga T plus pi sur 2 plus I sur C oméga I racine de 2 sur C oméga cosinus de oméga T moins pi sur 2 égale à U racine de 2, lui aussi, cosinus de oméga T, voilà, plus phi. Maintenant, simplifions par racine de 2 les termes de l'égalité pour avoir donc LI cosinus de oméga T plus L oméga I cosinus de oméga T plus pi sur 2 plus I sur C racine de 2 cosinus de oméga T moins pi sur 2 égale à grand U cosinus de oméga T plus phi. Maintenant, nous avons quatre fonctions du temps qui sont des fonctions en cosinus, toutes les quatre. On va leur associer ce qu'on appelle en mathématiques des vecteurs tournants de Fresnel. On va associer à chaque fonction un vecteur tournant de Fresnel, à savoir qui aurait pour norme la valeur maximale de la fonction et qui aurait pour phase la phase de la fonction à t égale 0. Chaque vecteur aura deux choses, la norme du vecteur et sa phase. Alors, si on prend cette fonction, vecteur associé s'appelle UR. UR, vecteur, U résisteur. On met donc norme à phase. La norme, c'est la valeur maximale de la fonction. Cette fonction maximale, c'est cos
oméga T égale 1. Donc RI est la valeur maximale. Sa phase à l'origine, on remplace dans oméga T par 0. T par 0, on a 0. UR. UR donc est défini par une norme égale RI et une phase qui est nulle. U bobine, UB, lui aussi même travail. Sa norme serait L oméga I. Sa phase serait à l'origine plus Q sur 2. Plus U condensateur UC, qui aurait pour norme I sur C racine C oméga, qui aurait pour phase moins Q sur 2. Et ça donne U ici, lui aussi. Voilà, aurait pour norme grand Q et pour phase phi. Voilà, ce sont les trois vecteurs dont on va sommer. Et la somme se fait de façon mathématique dans ce qu'on appelle le diagramme de Fresnel. Mais ici, le problème se pose d'abord pour la sommation, c'est qu'on a deux vecteurs sur les trois qui sont opposés. U bobine, phase plus Q sur 2. U condensateur de phase moins Q sur 2, les deux sont opposés. Avant de faire la somme, il faut qu'on compare les normes pour savoir comment sont les nombres. Comparaison qui donne trois situations. Trois situations qu'on va dire donc cas par cas. Le premier cas, c'est le cas où L oméga I est plus grand que I sur C oméga. Donc c'est le cas où la norme de U bobine est plus grande que la norme de U condensateur. Simplifié par I et vous aurez alors entre L oméga plus grand que 1 sur C oméga. Dans ce cas, le circuit en ordre, on le qualifie d'inductif. On dit du circuit qu'il est inductif. Donc des fois les noms. On dit du circuit qu'il est inductif. Qu'il est inductif. Et étant inductif, conséquence, U de T est en avance de phase sur I de T. Donc quand vous avez des oscillogrammes, la courbe qui est en avance de phase, si on ne la nomme pas, maintenant vous devez la savoir sur U de T. Avance de phase sur I de T. Autrement dit, le déphasage phi de I sur I est positif. Voilà, toutes ces conséquences qu'on tire de ces informations. Donc L oméga plus grand que 1 sur C oméga. Dans ce cas, on fait la somme. En traçant un diagramme dit de Fresnel. Donc comme ça, l'origine des phases, je prends le cas où c'est le courant qui est l'origine des phases. Origine des phases. Voilà, on commence par d'abord le vecteur qui est porté par l'origine des phases. Celui dont la phase est nulle, c'est UR. On commence par lui. On trace donc UR comme ça. UR porté par l'axe. UR est porté donc par l'axe. Donc comme ceci. On trace UR. U résistor. Voilà. Vecteur que voilà. U résistor UR. Et cette longueur en bleu, c'est la norme, c'est RI. RI. Voilà. Maintenant, là où tu dis UR, commence U bobine. Et si aussi, dès qu'on met l'origine des phases également, on a deux domaines d'angles qui sont algébrisés. Le domaine situé en haut, c'est le domaine des angles positifs. Le domaine situé en bas, c'est le domaine des angles négatifs. Plus Q sur 2, donc c'est verticalement en haut. Donc comme ça, là aussi, on trace donc U bobine. Comme ceci. U bobine, son nom. C'est longueur en rouge. Voilà, c'est L oméga I, L oméga I. Cet angle-là, c'est plus Q sur 2. Q sur 2. Voilà. Ensuite, on ajoute maintenant à U bobine. U du condensateur. On trace verticalement là où est U bobine. Mais moins long que U bobine. Donc comme ça, quelque part. Voilà, on serait là quelque part. Et ça, c'est U condensateur. La somme des trois en noir, donc, la longueur vaut I sur C oméga. La somme des trois vecteurs que sont U résistor en bleu, U bobine en rouge, UC en noir, est un vecteur qui a pour origine l'origine du premier, donc on quitte ici. Extrémité celle du dernier qui est là, on trace comme ça. Voilà. Voilà donc U. Et ce U maintenant est de combien de phi? Le phi est là. Et ça c'est phi de U sur I. Et cette longueur de U, c'est grand U égale ZI. La U, c'est ZI, grand U. C'est comme ça qu'on pourra avoir Z et avoir des déphasage phi en passant par la tour. Donc cette construction qu'on vient de faire s'appelle diagramme de Fresnel. On l'appelle le diagramme de Fresnel du circuit. Fresnel du circuit.
qu'on demande souvent, de construire dans les exemples, dans les exercices. Maintenant, on cherche donc les deux choses, Z, en passant par Pythagore ici. Z égale rectangle. Donc, passer par, voilà, hypoténuse au carré, Z carré, I carré égale. Voilà, côté adjacent, R carré, I carré. Voilà, plus maintenant, ce côté opposé, attention, on prend cette longueur-là, celle qui est en bas, qui est la différence de L oméga moins 1 sur C oméga. La différence qu'on prend au carré. Donc je dis I en factorisation, I carré, facteur de quoi? L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Simplifié par I carré et Z sans début. Z carré égale R carré plus, voilà, parenthèse L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc Z, impédance Z égale racine carrée de, voilà, R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Voilà donc comment l'impédance Z est trouvée. Z du pôle RLC dépend donc de quoi? La résistance du conducteur ohmique, dépend de l'inductance de la bobine L, dépend de la capacité du condensateur, dépend de la pulsation oméga. Et pour phi, on passe par la tangente. Nous avons le côté opposé qui est I facteur 2, nous avons le côté adjacent. Vous passez par donc tangente. Tangente phi égale tangente de phi de U sur I. Donc c'est I facteur 2. L oméga moins 1 sur C oméga sur L. Simplifié par I, et donc on a donc tangente phi égale phi de U sur I égale, et là on prend maintenant L oméga moins 1 sur C oméga le tout sur R. Voilà la formule qui donne la tangente, qui donne donc phi, celle-là donc Z. Voilà. Donc comment donc par calcul maintenant avoir accès à Z et à phi, non pas de par les mesures que sont U et I. Donc soit on a U efficace, ou bien soit on a U max, I max, on trouve la valeur de Z. Mais si on n'a pas ces valeurs-là, si on donne RLC oméga, voilà comment c'est calcule Z. Et nous verrons dans la suite du cours également que ces formules-là sont générales. Quel que soit le circuit que vous avez RLC, ces formules sont de façon générale. Dans le cas où R sera R total, phi également, expression aussi forme générale, appliquée à tous les types de circuits. Mais voilà dans un premier cas d'abord ce qu'on a, comment ce diagramme de Fresnel a été construit. Et comment également en exploitant ce diagramme, on a pu avoir l'impédance et le déphasage des deux. Deuxième cas, c'est le cas maintenant où L oméga I est égal. On a dit on a trois cas. On prend cas par cas. Voilà. Le deuxième cas, c'est le cas où L oméga, deuxième cas, L oméga I égale I sur C oméga. Simplifié par I, vous allez avoir entre L oméga égale 2 sur C oméga. Et à chaque fois qu'on a ce cas de figure, on obtient alors un circuit qui est dit être agent d'intensité. Le circuit est dit être à la résonance d'intensité. Résonance d'intensité. Dans ce cas, U de t et I de t sont en phase. Les deux fonctions sont en phase. Le déphasage est nul. Phi de U sur I égale 0. Et là aussi, on reconnaît ça souvent dans les oscillogrammes qu'on vous donne. On a souvent dans ce cas de figure un tel oscillogramme qu'on vous demande de rappeler souvent l'allure de l'oscillogramme qu'on aurait dans le cas de la zone d'intensité. On se donne également toujours un oscilloscope. Voilà, comme ça, l'axe des temps bien indiqué. Et là, vous avez ceci. Voilà, deux fonctions qu'on va tracer. Comme tout à l'heure, une fonction U de t qui serait comme ça. Voilà. U de t. Voilà, comme ceci. Et une fonction I de t aussi tracée qui serait comme ça aussi. Une fonction I de t, comme ceci. Les deux fonctions s'accompagnent, voyez. Sont nulles en même temps. Voyez, nulles en même temps, maximales en même temps et minimales en même temps. Voyez. On dit qu'elles sont en phase. Si on prend la courbe en rouge correspondant à U de t, et la courbe en bleu représentant par I de t, voilà donc comment reconnaît-on l'oscillogramme d'un circuit résonant. Déphasage est nul, il n'y a pas de déphasage. Les deux sont maximales en même temps
les deux groupes s'accompagnent, si vous voulez, en même temps. Et dans ce cas, le diagramme de phase également est tracé ainsi. On trace l'origine des phases en abréviation. U résistor est porté par l'axe, donc comme ça, RI, UR. La norme de UR, c'est RI en bleu. U bobine déphasée verticalement vers le haut, comme ça. On appelle le cas du bobine inductif, UB. L oméga I en rouge. Mais également U condensateur est tracé verticalement à partir du bobine. Mais même longueur de U bobine, même longueur, on descend jusqu'au niveau de l'axe, comme ça, en noir, jusqu'à l'axe. Voilà. Les deux ont même longueur, UCR, UB. C'est comme si les deux s'annulaient. C'est comme si les deux vecteurs s'annulaient. Opposé. Donc, le U qu'on cherche, il est là. Alors, je mets ça ici. U égale ZI, ZI est là. Comme ça, ZI égale RI. Z égale R. En effet, si le déphasage est nul, Z égale R. Donc, on a l'information phi de U sur I est nul. Mais également Z2, voilà, égale R dans ce cas-là. Voilà, le diagramme également correspondant au circuit rond R dans la zone d'intensité. Et enfin, le troisième cas, c'est le cas maintenant où L oméga est plus petit que 1 sur C oméga. Et dans ce cas, troisième cas, il y a trois cas de figure. L oméga I plus petit que I sur C oméga. Ou bien simplifiant par I, partout par I, on a donc 1 L oméga plus petit que 1 sur C oméga. On dit du circuit qu'il est capacitif. On dit du circuit, le nom qu'on lui donne, c'est capacitif. Qu'il est capacitif. Capacitif. Dans ce cas, c'est U de T qui est en retard. Et en retard, c'est le courant qui est en avance. Retard de phase sur I de T. Déphasage. Donc, le déphasage phi de U sur I devient maintenant négatif. Devient négatif. Donc, I est en avance, mais U est en retard. Diagramme de Fresnel. On trace également un axe orienté. Origine des phases. On prend les vecteurs également qui sont U, voilà, résistor, UR comme ça, porté par l'axe. Déphasage U, résistor, LI. On trace maintenant U bobine, comme ça en rouge. UB, U bobine. Sa longueur c'est l'oméga I en rouge. Et on trace maintenant U condensateur qui descend. Qui dépasse U bobine, voilà, on descend, voilà. U c'est plus long, U bobine plus long. Donc là, par exemple, U condensateur. Et cette longueur en noir, c'est I sur C oméga. La somme des trois vecteurs que sont U résistor, U bobine et U condensateur va donner alors ce vecteur-là, que je trace comme ça. Voilà. Et ça c'est plus de l'ensemble. U. Donc U est tracé comme ça. U. Et le déphasage maintenant, vous voyez, il est là maintenant en bas, donc il est négatif. Domaine des angles négatif. Domaine angulaire négatif, voilà. Et là, vous avez également U égale ZI. Mais pour autant, donc, les formes ne changeront pas. Z sera toujours égal à racine carrée de toujours R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Mais également, tangente phi aussi ne change pas. U sur I, c'est L oméga moins 1 sur C oméga sur R qui maintenant devient également négatif. Voilà comme les trois diagrammes de Fresnel que vous avez au programme dans le cadre de circuit RLC, donc série, soit un circuit donc inductif, soit un circuit résonance d'intensité, soit un circuit qui soit un circuit donc capacitif. Dans les trois cas, on vous demande la diagramme de Fresnel et des exemples, mais ces formules ne changeront pas. D'ailleurs, j'ai donné en récapitulation des formules, comme on dit, voilà, générales, qui ne vont pas changer, que vous n'avez pas à démontrer dans cette leçon, mais qu'on mémorise pour leur application. Et comme forme générale, vous avez ceci. Voilà, remarque donc, 2 points. Les formules générales à mémoriser par l'élève sont Z égale racine carrée de R total au carré. Parce que vous pouvez avoir une bobine qui a une résistance. En même temps, résistor qui en a, on fait la somme des deux résistances. On met R total. Plus maintenant, L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Mais également, vous avez la tangente de phi
de U sur I, qui également ne changera pas, encore toujours L oméga, moins 1 sur C oméga, sur R total. Vous avez également deux formules aussi souvent qu'on oublie d'exploiter, qui permettent rapidement, si on donne la résistance d'une bobine, pensez à cette formule-là, cosinus. Le cosinus de phi de U sur I, qui dépend de quoi? Qui dépend donc de grand R plus petit r sur Z, si Z est donné. Tangent également, qui donne aussi sinus de phi de U sur I égale aussi L oméga moins 1 sur C oméga sur Z. Des formules donc que l'on dit formules pratiques. Formules pratiques qui permettent donc d'avoir la valeur d'un petit r de L selon qu'on vous demande l'inductance ou la distance de la bobine. Les deux formules sont les oubliées de les prendre en compte dans le cadre de vos échecs. Voilà donc pour ce qui est de ces régimes, à savoir circuit inductif, résonance et surtout encore une fois, capacité. Maintenant, des exemples qui sont donnés, exemples qu'on propose, à savoir on va déterminer les diagrammes de Fresnel, voilà, Fresnel, et surtout, déphasage de tension de certains dipôles qu'on va se donner, de tension des dipôles ci-après, dipôles qu'on se propose, dipôles ci-après. Voilà. C'est pour dire seulement qu'on peut répondre aux questions sans avoir à démontrer ce qu'on vient de faire. Par exemple, si je prends comme exemple de circuit un résistor en série avec une bobine RL. Bobine par exemple RL. On me demande le diagramme de Fresnel du circuit AB. Oui. Sans échelle. Donc vous allez seulement les deux fonctions. Fonction UR, comme ça, U résistor, vecteur, U bobine qui est là, UB. Vous faites la somme pour avoir le U de l'ensemble. Voilà comment tu peux faire cet effet. À savoir donc, là je vais prendre origine des phases comme ça. Je prends maintenant la fonction U résistor qui est donc portée par l'axe. U résistor portée par l'axe. Donc j'ai UR, U résistor comme ça. Maintenant, U résistor donc UR. Et là j'ai RI. U bobine maintenant, dans le cas des bobines RL, on décompose en deux parties. C'est comme si on a une résistance solitaire et une bobine pure. C'est comme si on avait d'une part résistance solitaire à côté, bobine pure. Alors pour ça maintenant je vais apparaître les deux membres. D'abord, ce que vous avez ici en rouge, qui est une composante de U bobine, qui comme grand LI est porté par l'axe, se nomme petit I. L oméga et trace toute verticale vers le haut, comme ça, L oméga. Voilà, L oméga. Mais il n'y a pas de vecteur, longueur, ce sont des composantes. La somme des deux maintenant membres donne U bobine qui est tracée comme ça, obliquement. Voilà U bobine. U bobine. Voilà. Comme ça maintenant, UR plus UB. Ce vecteur-là que je vais tracer, celui donc qui est U de l'ensemble de là. Voilà. Voilà U. Voilà. La construction de diagramme de Fresnel. Sans échelle, ni valeur également numérique. Sans échelle. Dès que vous prenez l'état du circuit, vous pouvez faire ce diagramme de Fresnel. Sans échelle. Et le déphasage phi apparaît ici. De U par rapport au courant. Phi de U sur I. Maintenant, pour avoir les Z, pour avoir tant de phi, j'ai donc les formes générales qui sont là en haut. Donc je l'ai donc pour circuit, son impédance Z égale racine carrée de. Maintenant, j'élimine dans l'expression que j'ai ici les termes qui n'interviennent pas dans mon dipôle. Dans le dipôle, il n'y a pas de capacité. Le terme 1 sur C oméga disparaît. R total, c'est la somme des résistances que j'ai R total, grand R plus petit r. Donc j'ai Z égale grand R plus petit r au carré. Plus quoi? Plus L oméga au carré, voilà, l'impédance. On rappelle la fonction, on élimine les termes qui n'interviennent pas dans Z. Donc il n'y a pas de terme à 1 sur C oméga éliminé. Voilà ce qui reste finalement. Phi également, par contre, tangent du phi de U sur I. Là aussi on rappelle, c'est L oméga, il n'y a pas de C oméga sur R total. Voilà, cette formule qu'on a également, on dit le terme en C oméga. Phi s'obtient, c'est tangente moins 1. Tangente moins 1 de quoi? De L oméga sur R total.
grand tête plus petit. Voilà. Alors, donc, comment dire, donc, si on donne les dipôles sans calcul, sans échelle, le diagramme de Fresnel et les valeurs de Z et de Phi, on rappelle les fonctionnels qui sont là-bas et on élimine les termes qui n'interviennent pas dans le dipôle, Voilà un exemple. Un deuxième exemple. Exemple 1. Exemple 2. Je prends le cas d'un circuit maintenant, comme ça. Je prends par exemple R accès. Là aussi, RC, j'ai aussi pris RC donc. On va le diagramme de Fresnel déphasage. GA, B. J'ai U résistor qui est ici. Vecteur U résistor. U condensateur qui est là. Et la somme de U de l'ensemble. Je fais également la même chose, même travail. Diagramme de Fresnel également est tracé. Origine des phases, comme ça. Origine des phases. U résistor est porté par l'axe, comme tout à l'heure. Lui, chaque fois est porté par l'axe, il est là. U résistor, porté par l'axe, UR. La longueur de UR en bleu, mon incliné, c'est là, RI. Voilà. U bobine, UC est tracé verticalement en bas, U condensateur est là. Je mets ça donc un peu en rouge ici, U condensateur. UC. À chaque fois, c'est moins plus sur 2, mon incliné. Moins plus sur 2. La somme des deux donne U de l'ensemble qui est là. Voilà. Diagramme Fresnel pour le circuit R, capacité. Déphasage phi est négatif, il est là, négatif. Et ça, c'est phi de U sur I. Voilà, diagramme Fresnel. Les valeurs de Z ne changeront pas. Z sera égal à racine carrée de R carré plus 1 sur C oméga au carré. Tangente de phi sera égal à, ça ne changera pas aussi. Voilà, c'est moins 1 sur C oméga sur R. Voilà les expressions que vous avez. Voilà, deux exemples donc pour dire seulement qu'on peut, dès qu'on donne le circuit, dès qu'on donne les composantes dans la forme du circuit, faire son diagramme de Fresnel et trouver également son impédance et sa phase de tension par rapport au courant. Voilà, sans calcul numérique. On s'y prend de façon générale. Voilà donc pour ce qui est de l'impédance et du déphasage. Nous allons maintenant passer aussi par étape aussi pour ce circuit RLC, les 2 ou 3 fonctions qui lui sont associées, que sont voilà, le faible raison d'intensité, mais également la bande passante et le facteur de qualité. Voilà, donc petit 1, voilà, petit 2, petit 2. Alors donc là vous avez résonance d'intensité, un tiré, bande passante du circuit, et surtout facteur de qualité. 3 thèmes facteurs de qualité qui sont développés pour le circuit RLC. Voilà. 3 notions donc qui sont associées au circuit. On commence d'abord par petit a, le phénomène de résonance d'intensité. Phénomène de résonance d'intensité. Alors, donc lui il est obtenu à chaque fois que le courant efficace passe par son maximum. Chaque fois que le courant efficace passe par son maximum, on obtient donc ici un phénomène qu'on dit résonance d'intensité. Ou maintenant, la pulsation du circuit RLC serait égale à la pulsation propre du circuit RLC correspondant. Donc on trace donc ce qu'on a le diagramme pour la résonance comme ça. I efficace en ampères passant par en formule oméga ou bien la pulsation, ça dépend, ou n, ça dépend ce qu'on veut. Je prends le cas où on a oméga. La courbe est tracée comme ça. Voilà, exemple. Et ce sommet où I passe par son maximum, on appelle ça le phénomène de résonance. Et le oméga qu'on va avoir par projection est égal à oméga 0 qui est égal à 1 sur la racine de LC. Voilà. Et le courant correspondant est égal à I0. I0. Voilà. Donc quand on trace donc I efficace de résonance, on l'appelle la courbe de résonance. La courbe de résonance. On l'appelle comme ça. Courbe de résonance. Maintenant, en
ce point particulier ou bien à cet état particulier, on a maintenant des grandeurs qui reviennent, des conséquences. Conséquence, c'est que dans ce cas, voilà, il passe par son maximum. Voilà. Donc la reconnaissance de la résonance. Quand sait-on qu'on a résonance d'intensité? De la résonance d'intensité. Voilà, pour le savoir, il y a des informations qu'on vous donne telles que I efficace passe par son maximum, I efficace passe par son maximum, ou bien encore que U de T sont en phase et I de T sont en phase, les courbes s'accompagnent, sont en phase. Conséquence, déphasage est nul. Ou bien on vous dit que la puissance moyenne est maximale. Puissance moyenne, on va en parler en fin de leçon également, du dipôle est maximale. Moyenne est maximale. Voilà, des relations donc peuvent reconnaître que le circuit est à la même intensité. Il passe par son maximum. U et I sont en phase, déphasage est nul. Ou bien P moyenne passe par son maximum et maximal. Quand on a donc eu des informations, on saura reconnaître qu'on soit à la zone d'intensité. Une fois qu'on y est maintenant, on vous demande souvent des grandeurs. Il y a des formules de résonance. Il y en a deux en général. On appelle donc ça formule de résonance. Et cette formule de résonance est la suivante. On a donc finalement que LC oméga carré, LC oméga carré est égal à 1. Ou bien encore L, c'est oméga, c'est 2πn au carré égale 1. Ou bien encore, on a deux formes, donc soit LC oméga carré égale 1, ou bien 4pi carré, N carré, LC égale 1. Voilà. Chacune des formules que vous avez ici est celle de zone d'intensité, une formule de masse. Conséquence également Z égale, n'oubliez pas ça aussi. Z égale à R total. Voilà, R total. Voilà donc ce qu'on appelle donc le phénomène de résonance d'intensité. On dit donc qu'on a une résonance d'intensité. Maintenant, la forme de la courbe dépend de R. Si R est faible, on a un sommet pointu. Si R est important, on a un sommet aplati. On a par exemple ça. Quand R est important, on a ça par exemple. Voilà, comme ça. Phi c'est pour la résistance R1, qui c'est pour R2, plus grand que R1. On parle dans ce cas, résonance aiguë, résonance floue. Résonance floue, on dit qu'elle est floue. Là, on dit qu'elle est aiguë, résonance aiguë. Résonance aiguë. Voilà les deux notions donc qui sont données, qui sont liées à la résistance R du dipôle. Donc plus elle est faible, plus le sommet est pointu. Mais toutes les deux courbes ont la même fréquence oméga 0. Bande passante est une notion utilisée même dans le vocabulaire également, donc de radio ou encore une fois de télévision. En effet, le circuit, donc RLC, comme exemple sur RLC, c'est le poste radio. Poste radio est un circuit RLC, le poste radio. Et là, on parle souvent, les élèves disent souvent que l'émission passe dans telle bande. Les fréquences sont telles ou telles. On vous est informé. Maintenant, vous captez maintenant votre station en actionnant un condensateur avec votre poste radio. Quand vous, maintenant vous mettez, on dit, on vous accordez votre RLC à l'émission. On dit donc qu'on a des bandes passantes. Bandes passantes sont des domaines de pulsation ou de fréquence pour lesquels on a I égale I sur racine de 2. En effet, si on repère ici, racine de 2, on divise par racine de 2, comme ça. Après avoir donc calculé, placé, repéré. On projette donc ce point sur la courbe, on a deux points. La projection va donner alors comme ça. Voilà. Une valeur oméga 1 et une qui est oméga 2. Comme ça. Et oméga 2 sont à la limite de la bande passante. Le delta oméga, qui est oméga 2 moins oméga 1, ça s'appelle la largeur de la bande passante. C'est la largeur de ici, delta oméga. Elle est là. Ou bien elle est ici en bas. Ça dépend de là où vous placez. Delta oméga. Voilà. Donc ce qui fait donc cette bande passante en petit b, d'abord on rappelle ce que c'est. Bande passante. Bande passante,
c'est un domaine de pulsation, c'est le domaine de pulsation ou de fréquence. Domaine de pulsation, si on prend une pulsation oméga, ou de fréquence, fréquence n, pour lequel c'est le domaine, pour lequel I efficace égale I0 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, soit oméga 1 et oméga 2, les deux, les pulsations limites, celle qui vient avant et qui vient après, limite. On appelle largeur de la bande passante, de la bande passante, delta oméga égale oméga 2 moins oméga 1. Voilà. Voilà. Et donc, graphiquement, comment on dit delta oméga? Il y a deux déterminations, graphiquement ou par calcul. Graphiquement, donc, on repère, sur l'axe des ordonnées, voilà, la valeur de I égale I0 sur racine de 2 que l'on projette sur la courbe, voilà, que l'on projette sur la courbe, voilà, puis sur l'axe des abscisses, voilà comment on s'y prend graphiquement pour déterminer oméga 1 et oméga 2, pour déterminer. Voilà, le plus souvent on demande ça graphiquement, oméga 1 et oméga 2, Maintenant, si vous n'avez pas de graphique, c'est par calcul. Je vous rappelle la formule qui donne par calcul. Par calcul, vous avez delta oméga égale, voilà, R sur L, formule démontrée aussi mathématiquement. R étant l'intervalle, L l'impuissance de la bobine. Delta oméga égale, avec donc ici R, c'est la résistance totale du circuit, et L, c'est l'inductance de la bobine, Voilà, donc comment sont trouvés R et L, et en se remplace par calcul, on trouve donc delta oméga. Soit donc graphiquement, soit par calcul. Trouver la valeur de la bande passante. Ou bien aussi on peut l'avoir aussi en delta n. Si on demande ça en delta n aussi, delta n égale, c'est delta oméga sur 2pi. Égale donc à R total sur 2pi n. Voilà, là aussi. Si on donne ça en Hertz, c'est en Hertz la fréquence. Là, c'est en radians par seconde. Ici, c'est en Hertz. Voilà donc comment on obtient donc la valeur de la bande passante selon qu'on vous donne graphiquement ou bien par calcul. Et ensuite, le facteur de qualité. Qu'on note par Q, qui maintenant donne l'acuité à la résonance. Le fait d'avoir la réception du signal dépend de la qualité du signal, on parle de qualité. Voilà. Donc c'est pour avoir l'acuité de la résonance, acuité à la résonance. Voilà. Donc on a Q égale, formule, c'est oméga 0 sur delta oméga. Ou bien Q égale, on prend N0 sur delta N si on donne la fréquence. On pourrait avoir maintenant ici aussi que Q soit égal en développant. Voilà, c'est aussi égal 1 sur, c'est L oméga 0. L oméga 0 sur R. On remplace donc, n'oubliez pas, R total, ici, R delta oméga, ensemble, elle va remonter. Ou bien encore, c'est 1 sur R total, C oméga 0. Ou bien enfin, c'est égal à 1 sur R. Voilà, c'est 1 sur R. Racine de L sur C.
toutes ces formes, donc celles du facteur de qualité. Et remarquez un nombre donc, sans unité, en radian par seconde, ou bien R sur S, il n'y a pas d'unité. Maintenant, si RK, maintenant Q dépend de 1, on dit donc dans ce cas, on a surtension au bord du dipôle. Notez bien ça. On parle de surtension. Si Q est plus grand que 1, alors il y a surtension. C'est comme ça qu'on dit. Il y a surtension, voilà, aux bornes du dipôle, soit condensate, soit bobine. Surtension aux bornes, voilà, d'un des dipôles. Et on demande souvent donc d'un des dipôles. Ce qui fait qu'on appelle souvent Q. Voilà, on dit que Q est un facteur de surtension. On dit que Q est un facteur de surtension. Voilà, facteur de surtension. Surtension, donc du circuit RLC également. Là aussi. Donc, si vous êtes donc comme bande passante, voilà donc la partie également qui est consacrée donc du circuit RLC. Voilà, dans tous ces aspects. Récemment, pour terminer, donc, à rappeler un peu, permettez donc qu'on termine la puissance moyenne du circuit RLC. Après donc petit 2, petit 3, puissance moyenne. Comme ça, puissance moyenne. C'est là pour la formule qui est démontrée aussi en mathématiques par un calcul intégral. Mais sachez que la puissance moyenne, voilà, qui c'est donc PM égale UI cosinus de phi de U sur I. Et dans cette formule, voilà, U est en volt, I est en ampère, P moyenne est en watt. Avec maintenant dans cette formule que PA égale à U fois I est appelée puissance apparente. Puissance, on dit apparente. Elle s'exprime en volt-ampère apparente. Unité, c'est volt-ampère. On fait les conventions, volt-ampère. Quand on dit donc, quand on dit puissance en volt-ampère, c'est pas moyenne c'est en watt. Volt-ampère, c'est apparente. Et le terme cos phi, cos de phi de U sur I, est appelé facteur de puissance. Ne confondez pas facteur de qualité. Facteur de puissance. Un nombre sans unité. Voilà donc comment dans ces puissances est établi aussi. Il faut également mémoriser, et n'est pas demandé de démontrer en classe, mais amuser par dans le cadre de son application, mais également donc avoir tout ça. Voilà donc l'essentiel de cette leçon. Voilà donc sur le circuit RLC. Et en espérant que vous êtes nombreux à le suivre et comprendre tout ce qui a été fait, nous vous remercions de votre attention et nous rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de votre Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.